Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent à nouveau sur ma chaîne pour que nous partagions cette histoire totalement inédite. Mais avant de vous lancer ma vidéo, j'avais simplement envie de vous demander, pour ceux qui soutiennent ma chaîne, eh bien, de liker, commenter, vous abonner surtout, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et ceci étant dit, on peut se lancer dans cette triste histoire. C'est une affaire qui a eu lieu en 2018 en Tunisie. Alors oui, nous avons tendance à penser que nos proches ne nous causeront jamais de mal, alors c'est vrai pour certaines familles, mais c'est une toute autre histoire pour d'autres familles. On y go tout de suite dans cette malheureuse histoire, la tragique histoire de la famille Kassaoui. C'est tout de suite et maintenant. Cette affaire se déroule en décembre 2018 dans la cité El Ons, dans la ville de Oued El Île. C'est une ville qui se situe dans la banlieue ouest de Tunis et cette ville est rattachée en fait au gouvernorat de Manouba. Aymen Kassaoui a 29 ans au moment des faits et nous savons qu'il grandit avec toute sa famille. Donc nous avons le père du nom de Ahmed, Radia qui est sa mère et qui a 55 ans au moment des faits. Et il grandit aussi avec ses trois sœurs. Donc il y a Emna qui est l'aînée, elle a 30 ans, Ayet qui a 25 ans et enfin Ilham qui en a 23. La famille est décrite par les voisins et les proches comme une famille tout à fait normale. C'est une famille rangée, elle est discrète, elle est très respectée par les voisins et les habitants du quartier. Personne ne leur connaît d'ennemis, en fait ce sont des gens totalement normaux quoi, ils sont tranquilles. Les parents élèvent leurs 4 enfants de manière aussi tout à fait classique. Les filles sont décrites comme des personnes tout à fait sociables, ouvertes, agréables. Elles avaient beaucoup d'amis. En fait, elles se retrouvaient beaucoup avec d'autres amis pour faire des sorties ou autres. Alors, pour parler un peu plus en détail des trois sœurs, nous avons, comme je vous le disais précédemment, Emna qui est l'aînée. Emna est décrite par ses amis, par ses proches, comme une personne rigolote. Elle voulait toujours s'amuser. Elle était aussi très spontanée. Elle était aussi joyeuse, assez blagueuse. Il y a un de ses amis, en fait, qui viendra témoigner pour dire justement qu'elle blaguait énormément, elle faisait toujours des petites farces en fait à ses collègues ou ses amis. Il dira même qu'elle avait horreur des disputes, des discordes, elle restait jamais très longtemps fâchée. Donc quand elle avait en fait une dispute, enfin une embrouille avec quelqu'un, elle faisait en sorte d'essayer de solutionner le problème, d'essayer d'apaiser, de crever l'abcès en fait avec la personne. Et il dira que c'était vraiment une personne très gentille, amusante. Elle avait tendance à faire beaucoup de blagues. Il viendra dire aussi qu'elle faisait beaucoup de blagues par message. En fait, elle envoyait toujours des photos à son amie en train de faire des blagues en fait à ses collègues et parfois lui envoyer des photos d'elle en train de faire des grimaces. Enfin voilà, elle avait un peu un côté un peu humour en fait. Donc et ça c'était très apprécié de tous ses proches. Nous savons qu'Emna a fait des études aussi en biologie chimie. Nous savons au moment des faits qu'elle effectue des recherches en biologie à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa. La Marsa c'est une ville située au nord-est de Tunis. Alors Ayet, celle qui a 25 ans, elle a fait une école d'ingénieur et elle est donc au moment des faits ingénieure civile. Et quant à Ilham, donc c'est la dernière en fait, elle a 23 ans et au moment du drame, elle faisait en fait des études d'art multimédia. Donc en effet, elle étudie la haute couture par exemple et nous savons aussi qu'elle faisait de la photographie en parallèle. Et d'ailleurs, elle prenait souvent ses proches en photo dans le cadre de ses travaux de photographie. Les trois sœurs ont une parfaite entente entre elles sont comme des meilleures amies, elles partagent énormément beaucoup de choses entre elles, elles ont même le même cercle amical en fait, elles ont les mêmes amis, voilà, les mêmes contacts, c'est vraiment, elles sont inséparables en fait. Par contre, on sait qu'elles ont quand même moins d'atomes crochus avec leur frère qui s'appelle Aymen. En effet, Aymen c'est un peu le vilain petit canard de la famille, c'est un bad boy en fait. Il traîne beaucoup à l'extérieur, il consomme de la
Il est vraiment à l'opposé du reste de sa famille qui sont connus pour leur droiture. On sait qu'il n'aime pas trop l'école, donc il n'a pas fait de longues études. Mais l'aîné Emna aidait malgré tout son frère à essayer de s'en sortir, de sortir de cette situation d'instabilité. Elle faisait tout pour essayer de lui trouver un travail à chaque fois. Elle faisait tout pour le préparer aux entretiens d'embauche. Elle recherchait avec lui un boulot, etc. Enfin, elle n'avait pas envie d'abandonner son petit frère. Pour elle, c'était important de lui tendre la main, c'était important d'essayer de le sortir de cette situation. Emna, elle avait ce côté-là, en fait, de grande sœur. Hein. Dès qu'elle pouvait aider ses sœurs ou son petit frère, elle faisait en sorte de les aider. Elle les abandonnait jamais. Pour elle, c'était très, très important qu'elle soit là, enfin, qu'ils puissent compter sur elle, en tout cas. Alors, concernant le domaine professionnel, Aymen passe beaucoup de petits boulots en petits boulots. Il n'arrive la plupart du temps à jamais garder, en fait, longtemps un travail. Mais par contre, au moment des faits, on sait quand même qu'il est technicien au ministère de la Culture. Il a donc un boulot à ce moment-là. Mais voilà, à côté de ça, comme je vous le disais précédemment, c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de et d'ailleurs, c'était un sujet de discorde avec sa famille. Il a été aussi révélé qu'il passait toutes ses journées à l'extérieur. Il passait aussi carrément toutes ses nuits aussi à l'extérieur de son propre chef. Hein. Il n'était pas mis à la porte, il n'était pas viré, mais de lui-même, en fait, il couchait à l'extérieur. Mais malgré tout, il a été révélé que sa famille, enfin malgré cette attitude instable, sa famille l'a toujours quand même soutenu. Elle a toujours été présente, hein, que ce soit ses sœurs ou ses parents, ils ont toujours été présents pour lui. Et même quand il couchait dehors, en fait, il savait même pas où il était, hein, ses parents, et il a été révélé en fait que sa mère, elle faisait en sorte quand même de préparer tous les soirs son dîner pour si jamais il décidait de rentrer un soir, il avait de quoi manger. Donc voilà, Aymen, il est toujours dehors avec ses amis dans des cafés ou ailleurs, mais jamais chez lui en famille. Alors, âme sensible, s'abstenir, parce qu'en fait dans cette partie de la vidéo, je vais vous passer quelques images de la scène de crime, alors qui sont floutées, mais voilà, je préfère quand même prévenir. Le 27 décembre 2018, vers 15h, Ahmed rentre de sa journée de travail, mais il découvre des choses assez bizarres en fait en arrivant devant chez lui. Il voit notamment le portail de son entrée en fait carrément ouvert, alors que le portail n'est jamais ouvert en fait. Ils font toujours en sorte de le refermer. Donc ça l'interpelle un petit peu, hein. Il est quand même... C'est vrai qu'il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi le portail est ouvert alors que c'est jamais dans leurs habitudes. En fait, Ahmed, il prenait jamais ses clés parce qu'il y avait toujours quelqu'un à la maison, il y avait ou sa femme ou l'une de ses filles, donc il prenait jamais ses clés. C'est pourquoi il arrive et il commence à toquer à la porte, mais ce jour-là personne ne viendra lui ouvrir. Il va toquer plusieurs fois, personne ne viendra ouvrir la porte. Il va donc contacter sa femme par téléphone, mais elle ne répondra pas. Donc là il commence à se poser des questions, il se dit que c'est pas normal, donc elle décroche toujours le téléphone. Là c'est quand même assez étrange. Il se met à appeler ses filles et il va les appeler en fait une par une, et bien sûr il n'y en a aucune qui ne répondra à ses appels. Et là vraiment il est vraiment au summum de son inquiétude. Là il se dit qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est vraiment très bizarre, c'est pas dans leurs habitudes de ne pas répondre au téléphone. Donc Ahmed, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour de la propriété pour essayer de voir par une fenêtre ce qu'il se passe. Est-ce qu'il peut pas interpeller l'une de ses filles ou sa femme? Enfin il se dit il y a un problème, est-ce que je peux pas leur porter secours? Donc il essaie de comprendre ce qui se passe, et il dira en fait que par la fenêtre il a vu de la fumée et des flammes. Et donc là, il a couru en fait à l'extérieur de son domicile, de son jardin. Il a couru appeler les pompiers et appeler des voisins en fait pour qu'ils viennent lui porter secours. Donc il est totalement paniqué en fait. Hein. Il indique aux pompiers qu'il a au téléphone que sa maison est en train de prendre feu. Il y a des flammes dans sa maison à l'intérieur, et que il y a toute sa famille, sa femme et ses 3 filles qui sont bloquées à l'intérieur de la maison et qu'ils doivent absolument venir. Ahmed, il est très vite en fait rejoint par des voisins qui vont quand même un peu le rassurer, qui vont voilà un peu le soutenir moralement, parce que là il est vraiment il est paniqué parce que on lui répond pas au téléphone, il a pas réussi à pénétrer chez lui. Donc là il se dit il y a quelque chose, il n'arrive pas vraiment à déterminer quoi. Il dira qu'il avait pas envie de penser à la mort tout de suite, mais en tout cas il sait qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Mais malheureusement Ahmed, qui est totalement angoissé et paniqué, il est loin d'imaginer
d'imaginer ce que vont découvrir les pompiers. En effet, les pompiers, une fois sur place, ils forcent la serrure. Ils arrivent donc à pénétrer à l'intérieur du domicile. Donc il y a le feu, il y a les flammes et ils mettent plusieurs minutes à pouvoir, à arriver au bout en fait des flammes. Et c'est là qu'ils font la macabre découverte des corps. Ils trouveront le corps de Radia et des 3 filles allongées au sol et entièrement brûlées. Bien évidemment, les corps sont emmenés immédiatement en fait à l'hôpital Charles Nicolle situé à Tunis pour que des autopsies soient pratiquées sur les corps. Alors les médecins légistes qui vont autopsier les corps, ils ont déclaré en fait que ils avaient remarqué des plaies au couteau. Donc au départ, ils ont pensé que c'était des corps qui avaient juste des personnes qui avaient juste brûlé, mais en fin de compte, en analysant mieux la situation, ils découvrent qu'il y a carrément des coups de couteau dans le corps. Et il a même été révélé que peut-être que les victimes ont été également égorgées. Et donc la conclusion, c'est que les 4 victimes ont été poignardées avant d'être brûlées. Le ministère public, qui est informé de la situation, ouvre immédiatement une enquête pour meurtre. Et bien sûr, les enquêteurs constatent presque immédiatement qu'une personne manque au domicile et c'est le frère. Et ils constatent aussi que bizarrement, il est injoignable, il est introuvable, car en fait, Ahmed a essayé de joindre à plusieurs reprises son fils pour l'informer en fait des décès de sa mère et de ses 3 sœurs, sauf qu'il dira qu'il n'a pas réussi à le joindre une seule fois. Bien évidemment, le père, qui est le seul survivant sur la scène de crime, il est immédiatement emmené en garde à vue pour être interrogé par la police, mais il leur expliquera en fait qu'il se trouvait au travail au moment des faits et qu'il est rentré aux alentours de 15h et qu'il a trouvé porte close en fait et que personne ne lui a répondu et qu'il ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé. Bien sûr, son alibi sera confirmé par ses collègues de travail et par son employeur, et des analyses de données téléphoniques seront également effectuées et démontreront que son téléphone n'a pas borné sur la scène de crime. Donc bien sûr, le père, après donc ces révélations, il est relâché, il est libéré et aucune charge ne sera retenue contre lui, bien sûr. Il a été déclaré qu'il était tellement dans un état de choc qu'il a dû être pris en charge immédiatement par un psychologue parce que il n'arrivait pas à croire que sa femme et ses filles ne sont plus de ce monde et qu'elles ont été sauvagement assassinées. Très vite, les enquêteurs se focalisent sur une personne et c'est Aymen Kassaoui. Un mandat de recherche est donc immédiatement lancé pour essayer de le retrouver. Le 28 décembre 2018, vers 23h40, à Zarzis, c'est une ville qui est située au sud-est du pays, la police réussit à mettre la main sur Aymen Kassaoui, qui se trouvait près de la plage El Ogla à Zarzis. Tout porte à croire qu'il s'apprêtait à fuir le pays clandestinement, car ils l'ont retrouvé en fait près d'une barque de fortune et il semblait attendre en fait un passeur qui pourrait éventuellement l'aider à aller de l'autre côté de la Méditerranée. Alors les enquêteurs bien sûr qui arrivent vers lui et qui l'informent en fait de la mort de sa mère et de ses 3 sœurs, ils diront en fait qu'il faisait semblant de ne pas savoir. Il leur déclare même que c'est pas possible parce qu'il les a eu tous au téléphone pour leur indiquer en fait qu'il allait passer les fêtes chez un ami à Zarzis. Et il dira même que tout le monde se portait bien, qu'il a eu sa mère, ses sœurs et que tout le monde allait bien et que c'est pas possible que là à l'heure actuelle elle soit morte. Il a été aussi indiqué qu'au moment de son arrestation, il portait des vêtements tout neufs et il avait une importante somme d'argent en liquide dans sa poche. Et donc évidemment, il est immédiatement menotté et emmené en garde à vue pour être interrogé. Le 29 décembre 2018, dans la matinée, le porte-parole de la garde nationale a fait une conférence de presse et a déclaré que le suspect a été appréhendé et qu'il est actuellement en train d'être interrogé depuis toute la nuit par la sous-direction des affaires criminelles de la garde nationale. Le porte-parole a déclaré que pour retrouver le suspect, les forces de l'ordre ont dû se concentrer au niveau des régions frontalières et des côtes parce qu'en fait, ils se doutaient bien que le suspect tenterait en tout cas de fuir le pays. Donc en fait, quand ils ont même déclaré que quand ils l'ont abordé, il semblait être tout à fait normal. Il semblait pas être sous l'emprise de quoi que ce soit. Malgré tout, des examens médicaux ont quand même été effectués pour essayer de voir en fait s'il avait consommé des substances avant de commettre les meurtres ou pas. Alors Aymen, au début de sa garde à vue, eh bien il continue de nier un peu les faits. Donc il dit qu'il n'était pas présent sur place, que c'est pas lui, qu'il adore sa famille, qu'il avait une entente parfaite avec ses parents et ses sœurs. Mais peu à peu, il craque et il finit par avouer son terrible geste. Alors
Alors il déclare que ce jour il était dans une colère noire, il était devenu hystérique, qu'il se trouvait en fait dans un café avec des amis et puis d'un coup il s'est levé et puis il a décidé de partir sans rien dire à ses amis. Donc il explique qu'il arrive chez lui, donc il se dirige directement dans la cuisine. Là il est dans un état un peu de stress, il est excité, il est pas bien quoi, il fait les 100 pas dans la cuisine. Donc il y reste encore un petit peu le temps de fumer une cigarette. Alors sa mère elle est en train de faire une sieste en fait dans la chambre d'à côté. Il attrape un couteau de cuisine et il se dirige vers sa mère. Donc elle se réveille en sursaut et puis elle est surprise en fait d'être face à son fils qui semble pas normal avec un couteau à la main. Donc elle lui demande qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qui lui arrive. Et apparemment à ce moment-là il aurait déclaré à sa mère: comme d'après vous je suis un bon à rien, et bien vous allez vous débarrasser de moi. Et donc une fois qu'il a prononcé ces paroles, il a poignardé sa mère au visage et plusieurs fois à l'abdomen. Et malheureusement sa mère elle s'écroule totalement morte. Emna qui se trouvait dans la pièce, dans une chambre à côté, elle entend aussi du bruit. Elle se demande ce qu'il se passe. Alors elle se lève et elle court voir en fait ce qui se passe. Et là elle découvre en fait sa mère au sol et son frère avec un couteau à la main ensanglanté. Donc là elle commence à crier et à demander en fait à Ayman qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a un couteau et pourquoi sa mère est allongée au sol. Et là Ayman en fait il ne prononce aucun mot, il saute sur sa sœur et la poignarde à plusieurs reprises et pareil Emna s'effondre au sol. Nous avons aussi Hayet et Ilham qui faisaient une sieste dans une chambre à côté également. Pareil, elles entendent beaucoup de bruit, du grabuge. Là elles se lèvent en sursaut, elles courent aussi voir ce qu'il se passe et là elles voient le carnage en fait. Ayman avec un couteau à la main, avec la mère au sol morte, avec Emna qui est au sol également morte. Et donc là elles se mettent aussi à hurler et Ayman leur laisse même pas le temps en fait de parler ou ne serait-ce que de réaliser un peu plus la situation. Il se met à sauter sur Hayet et pareil il la poignarde à plusieurs reprises. Hayet elle s'effondre au sol et il a été révélé que Ilham a tenté de fuir en fait. Elle a couru en direction de la porte d'entrée pour quitter le domicile, mais malheureusement elle a été rattrapée par Ayman qui lui a sauté dessus et l'a poignardée à plusieurs reprises également dans le dos et dans l'abdomen et Ilham s'effondre également totalement morte. Alors une fois ces actes atroces commis, Ayman déplace les corps de ses sœurs et il les place en fait près du corps de sa mère. Il va ensuite récupérer une bouteille de gaz qui se trouve dans la cuisine, il la ramène donc près des corps et puis il allume en fait et il allume aussi le feu. Il se déshabille, il enlève ses vêtements ensanglantés qu'il jette au sol pour qu'ils prennent feu. En fait il espère en fait que les corps et que toute la maison explose, prennent feu en fait pour éliminer toutes les traces quoi. Mais apparemment donc déjà la maison n'a pas pris entièrement feu. Les corps oui malheureusement, mais toute la maison n'a pas brûlé et les enquêteurs ont même pu récupérer le couteau que Ayman a oublié sur place et ils ont effectué d'ailleurs des analyses ADN dessus et l'ADN a révélé que c'était bien celui de Ayman. Alors Ayman a aussi avoué aux enquêteurs qu'il avait l'intention de tuer son père également, mais heureusement pour le père en fait il a tardé à rentrer ce jour-là, il est rentré un peu plus tard que prévu et apparemment c'est ce qui lui a sauvé la vie quoi. Alors les amis de Ayman le décrivent comme quelqu'un de normal, ils le décrivent comme quelqu'un de poli, qui disait toujours bonjour aux gens, avec qui c'était facile de discuter en fait, c'était quelqu'un d'assez ouvert, il était assez sociable mais quand même il avait quand même un côté un peu introverti. Alors certains ont déclaré que peu de temps avant les faits, Ayman avait un comportement un peu bizarre, il avait changé radicalement de comportement selon certains. Il s'était, alors ils disent qu'il s'était un peu renfermé sur lui-même, qu'il avait changé notamment sur certains aspects religieux, mais à ce jour aucun lien n'a pu être établi entre ce changement de comportement et les faits qui ont été commis. Alors Ayman lors des interrogatoires et lors de l'audience, il déclare regretter son acte odieux, qu'il devra vivre malheureusement avec ce qu'il a fait, il devra vivre avec ça sur la conscience toute sa vie. Et en fait il évoque un mobile juste hallucinant, il explique que le jour du drame en fait il s'était un peu disputé avec sa famille, notamment ses sœurs. Il explique aussi qu'il en avait marre d'être la risée de la famille, qu'il était souvent moqué par sa famille, qu'il était souvent aussi montré du doigt en fait comme le vilain petit canard de la famille, celui qui réussit pas, celui qui sait pas tenir un travail, celui qui n'obéit pas, celui qui consomme de la
etc. Il explique que le jour du drame, il était en train de cogiter en fait et que tout ça lui est remonté à la tête et d'un coup il est devenu totalement hystérique. Il n'a pas réfléchi et il s'est dirigé vers chez lui avec l'intention en fait de tuer toute sa famille quoi. Mais bon, le mobile qu'il donne en fait devant le tribunal et aux enquêteurs, c'est un peu à l'opposé de ce que ont rapporté les gens. Les gens ont surtout dit en fait que ses sœurs ont toujours été là pour lui, enfin que sa famille a toujours été là pour lui, notamment Emna, qu'il a toujours soutenu, qui a toujours essayé de faire en sorte qu'il trouve un travail, qu'il se sorte un peu de cette situation difficile. Donc c'est contraire en fait à ce qu'il est en train de raconter, enfin c'est contraire à ce qu'il racontait en fait devant le tribunal. Le 20 octobre 2020, Aymen Kassaoui est condamné 4 fois à la prison à perpétuité par le tribunal de Tunis. L'avocat maître Mounir Ben Salah a également confirmé la peine capitale. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je suis très ravie de cette condamnation. Aymen ne devrait plus pouvoir sortir de prison et c'est tant mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, je vous laisse faire le nécessaire juste en dessous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.